Oh, c'est l'heure du conteur. C'est l'heure du compteur. C'est l'heure du compteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le conteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du conteur. Petit poulet. Un jour, un petit poussin duveteux et jaune, nommé Petit Poulet, picorait quelques grains sous le chêne près de la ferme. Soudain, ploup, un gland, tombé du sommet de l'arbre, le frappa à la nuque et le fit basculer en avant. « Mon Dieu !» se dit Petit Poulet en reprenant ses esprits. « Le ciel s'effondre. Je dois courir prévenir le roi. » Et le voilà qui s'enfuit terrifié. En sortant de la cour, il rencontra deux poules qui bavardaient ensemble. « Malheur, le ciel s'effondre. » cria Petit Poulet. « Je cours prévenir le roi. »« Ne dis pas ça, mon chéri. Gloussa l'une des poules inquiètes. Et si nous venions avec toi? Venez. Répondit joyeusement le poussin. Il y a tant de dangers sur la route. Mieux vaut ne pas voyager seul. » Les trois oiseaux marchèrent ainsi jusqu'à ce que leur chemin rencontre celui d'une canne. Nous allons voir le roi pour lui dire que le ciel s'effondre. Expliquèrent-ils. Inquiète par ce qu'elle entendait, la canne se joignit à eux. Et elle ne fut pas la dernière, car bientôt un dindon et une oie s'ajoutèrent à la troupe bruyante. « Pourrions-nous nous joindre à vous ?» demandèrent les deux volailles en apprenant qu'ils allaient chez le roi. « Bien sûr, suivez-nous. » répondirent-ils. Ils coururent tous ensemble jusqu'à rencontrer un renard. En entendant où ils allaient si vite, il leur dit « Je connais un raccourci pour arriver plus vite au château du roi. Venez, suivez-moi. » Mais le rusé renard n'avait aucune intention de les mener au château. Il les conduisit droit vers son terrier. Là, il ferma la porte à double tour et mit à chauffer une grande marmite d'eau. Les deux poules, la canne, le dindon et l'oie crurent leur dernière heure arrivée. C'est alors que Petit Poulet eut une idée. Pleurant à chaudes larmes, il demanda au renard de leur permettre de faire leurs adieux en chantant tous ensemble. Amusé, le renard accepta. Aussitôt, les animaux se mirent à battre des ailes et à courir dans tous les sens, renversant la marmite et aveuglant le renard avec la vapeur brûlante. Profitant de la confusion, ils s'enfuirent à toute vitesse hors du terrier, à toutes pattes. De retour chez lui, sain et sauf, Petit Poulet décida qu'il valait mieux rester chez lui. Quant au roi, il se rendrait bien compte tout seul si le ciel venait réellement à tomber. Et le ciel, bien sûr, resta à sa place. La Reine des Neiges. Il était une fois, il y a bien longtemps, un gobelin très méchant qui inventa un miroir capable de refléter toutes choses belles et bonnes comme hideuses et repoussantes. Il sillonna la terre avec sa création et s'amusa beaucoup de voir la beauté changer en laideur. Un jour, il décida de monter jusqu'au ciel pour le tester sur les anges. Mais son arrogance fut châtiée et le miroir lui échappa des mains pour se briser en 1000 morceaux sur la terre. Chaque fragment pouvait déformer les choses tout autant que l'avait fait le miroir entier. Or, un minuscule éclat transperça le cœur d'un jeune garçon prénommé Kay, et un grain infime se logea dans son œil. Kay avait été un enfant heureux et insouciant auparavant. Il passait le plus clair de son temps avec sa petite voisine, Gerda. Lorsque les deux amis avaient fini de jouer, ils aimaient s'asseoir et admirer les rosiers qui créaient une arche entre leurs deux maisons. Mais, avec le morceau de verre dans son œil, Kay devint maussade et violent. Il était devenu méconnaissable pour la pauvre petite Gerda. Un soir, Kay alla faire de la luge sur la place du village. Une dame toute de blanc vêtue passa près de lui en traîneau. D'un geste, il accrocha sa luge à son traîneau et les chevaux s'élancèrent immédiatement hors de la ville. Kay fut bien incapable de se détacher et crut mourir de froid. Enfin, la belle femme descendit de son traîneau et s'approcha de lui. Elle l'enveloppa dans son manteau de fourrure et l'embrassa sur le front. Immédiatement, le jeune garçon ne sentit plus le froid et il oublia tout de sa vie, jusqu'à sa chère amie, Gerda. Inquiète de ne pas voir Kay revenir,
Gerda s'enfuit de chez elle et partit à sa recherche. Elle atteignit un splendide jardin qui appartenait à une vieille magicienne qui vivait seule. Elle demanda à toutes les fleurs si elles avaient vu son ami Kay, mais les fleurs ne connaissaient que leur propre histoire. Lorsqu'elle comprit que la magicienne voulait la garder prisonnière, Gerda s'enfuit. Elle rencontra un corbeau qui la mena jusqu'à un château où résidait un jeune homme qui correspondait à la description de Kay. Quand Gerda comprit qu'il s'agissait du prince de ce royaume, elle éclata en sanglots. Le prince et sa jeune fiancée la consolèrent et lui offrirent des bottes, un manchon et un carrosse doré pour poursuivre sa route. Chemin faisant, des brigands arrêtèrent le carrosse doré. La fille de leur chef insista pour que Gerda fût épargnée et la pauvre fillette fut retenue captive dans le repère des voleurs, aux côtés d'un vieux renne. Des pigeons dans le grenier révélèrent à Gerda que Kay était partie avec la Reine des Neiges dans son royaume de glace. La fille du chef des voleurs aida Gerda à s'enfuir avec le renne. Ce dernier, qui connaissait le chemin du palais de la Reine des Neiges, la mena jusqu'aux portes du grand château de glace où elle résidait. Par bonheur, la reine était partie répandre ses flocons de neige sur une contrée lointaine. Lorsque Gerda retrouva Kay, elle pleura si fort que le morceau de miroir qui s'était logé dans son œil en sortit. Aussitôt, Kay reconnut son ami et tous deux se serrèrent longuement. Fous de joie, les deux amis retournèrent chez eux et ne se séparèrent plus jamais. Le garçon qui cria au loup. Il était une fois un jeune berger. Chaque jour, il emmenait ses moutons sur le flanc d'une montagne pour les faire paître dans les plus verts pâturages. Chaque soir, il les ramenait à leur enclos à la ferme. Toute la journée, le jeune berger surveillait ses moutons et cette activité l'ennuyait au plus haut point. « J'aimerais que d'autres personnes se joignent à moi, » pensait-il. « Mais personne ne veut monter toute la montagne juste pour me voir. » Alors, le jeune berger eut une idée. Il descendit la montagne jusqu'à l'endroit où son grand frère cultivait la terre, aidé par ses ouvriers. « À l'aide! Un loup attaque mes moutons !» cria le jeune berger en bondissant partout et en agitant les bras. Aussitôt, son frère et les ouvriers accoururent en haut de la montagne, haletants et essoufflés. « Où est le loup ?» demandèrent-ils. « Il n'y a pas de loup, » admit le berger. « C'était juste une plaisanterie. » Son frère et les ouvriers redescendirent la montagne de très mauvaise humeur. Le berger, quant à lui, ricana. « Comme c'était amusant !» pensa-t-il avec un sourire malicieux. Le lendemain, le berger décida de refaire son mauvais tour. Cette fois, il courut jusqu'au village. « À l'aide! Un loup attaque mes moutons !» cria-t-il. « Venez vite !» Tous les habitants du village suivirent le berger jusqu'en haut de la colline. « Eh bien, où est-il, ce loup ?» demandèrent-ils. « Il n'y en a pas !» s'esclaffa le berger. « C'était juste une plaisanterie !» Le petit polisson se roula dans l'herbe en riant, tandis que les villageois repartaient en colère. Le jour suivant, le berger tenta son tour sur un vieux berger qui vivait de l'autre côté de la montagne. Il courut vers lui et cria « À l'aide! Un loup attaque mes moutons !» Le vieux berger le fixa si longtemps que le jeune garçon dut détourner les yeux. « Tu mens !» dit le vieux berger. « Pars, ou je lâche mon chien de berger sur toi !» Le jeune berger s'enfuit, contrarié que sa ruse n'ait pas fonctionné. Le lendemain, cependant, le jeune berger aperçut une grande forme grise se faufiler derrière les buissons. C'était un vrai loup, aux yeux perçants et au croc acéré. Vif comme l'éclair, il descendit la montagne en courant. « Au loup! Au loup !» hurla-t-il. « Il y a un loup sur la montagne !» Son frère et ses ouvriers lui tirèrent l'oreille. « On ne se laissera pas avoir encore une fois !» dit son frère. Alors le berger se précipita jusqu'au village. « S'il vous plaît, aidez-moi » cria-t-il. « Un vrai loup attaque mes moutons !»« Va-t'en » répliquèrent les villageois, irrités. « Nous n'avons pas le temps pour tes mauvaises plaisanteries. » Désespéré, le jeune berger remonta sur la colline. Il vit le loup s'approcher de plus en plus des moutons. Le berger courut alors autour de la montagne jusqu'à l'endroit où le vieux berger était assis avec son chien. « Je sais que tu ne me croiras pas, » cria le jeune berger, « mais un vrai loup va attaquer mes moutons. » Le vieux berger le fixa longuement, et le jeune pensa qu'il allait encore le renvoyer. « Très bien, mon garçon, » dit finalement le vieux berger d'un ton grave. « Nous n'avons pas une seconde à perdre.
Ils coururent ensemble autour de la montagne avec le chien du vieux berger. Quand le chien vit le loup, il fonça sur lui en aboyant de toutes ses forces. Le loup fit un bond de surprise, puis s'enfuit, la queue entre les pattes. Après avoir remercié le vieux berger, le jeune garçon descendit au village et raconta tout ce qui s'était passé. « Je suis désolé de vous avoir menti, dit-il tristement. Je ne vous reproche pas de ne pas m'avoir cru quand j'ai dit qu'un loup attaquait mes moutons. Je ne mentirai plus jamais. » Peu après, le vieux berger appela le jeune garçon de l'autre côté de la montagne. Dans sa cabane, sa chienne de berger avait eu 6 petits. « Choisis-en un, dit le vieux berger. Il t'aidera à surveiller tes moutons. » Le berger choisit un chiot noir et blanc. Il grandit pour devenir un chien de berger loyal, et ensemble, le berger et son chien veillèrent sur leurs moutons. Et à compter de ce jour, le jeune berger ne fut plus jamais seul, et ne cria plus jamais au loup pour passer le temps. Le garçon qui dessinait des chats. Il y a très longtemps, dans un petit village rural niché entre les rizières et les collines boisées du Japon, vivait un jeune garçon que ses parents, modestes paysans, confièrent à un monastère bouddhiste afin qu'il y reçoive une éducation et devienne moine. Le temple se dressait à l'écart du village, silencieux et paisible, entouré de pins et de rochers couverts de mousse. Le garçon était vif d'esprit, curieux et très intelligent. Il retenait sans peine les prières, les enseignements et les gestes rituels, et son maître se réjouissait de ses progrès rapides. Pourtant, malgré ses qualités, le jeune novice avait une habitude étrange qui troublait profondément la sérénité du monastère. Chaque fois qu'il se retrouvait seul, un pinceau ou un morceau de charbon à la main, il se mettait à dessiner des chats. Il en dessinait partout, dans les marges des livres sacrés, sur les paravents du temple, sur les murs blanchis à la chaux et même sur les piliers de bois anciens. Il dessinait des chats endormis, des chats bondissants ou des chats assis. Plus il dessinait, plus ces chats semblaient vivants. Le vieux maître observa cela longtemps en silence. Il savait reconnaître le talent, mais il savait aussi que la discipline d'un moine exigeait une attention constante et une grande maîtrise de soi. Un jour, il fit venir le garçon et lui parla avec douceur, mais fermeté. « Tu pourrais devenir un très grand artiste, lui dit-il, mais tu ne feras jamais un bon moine. Ton esprit vagabonde trop souvent. Il est temps pour toi de quitter ce lieu. » Avant de le laisser partir, le maître lui donna cependant un dernier conseil d'une voix grave. « Souviens-toi toujours de ceci. La nuit tombée, évite les grands espaces. Choisis un petit lieu pour te réfugier et tu seras en sécurité. » Le garçon ne comprit pas ces paroles mystérieuses, mais il les grava dans sa mémoire. Il salua le moine, prit la route au crépuscule et marcha longtemps, le cœur lourd, vers un avenir incertain. Bientôt, la nuit tomba. Fatigué et affamé, le garçon aperçut un temple isolé et décida d'y chercher refuge. Il ignorait que les moines l'avaient récemment abandonné, terrorisé par la présence d'un rat monstrueux qui rôdait dans les couloirs et attaquait quiconque s'y aventurait. Dans le grand hall désert, une seule lanterne suspendue au plafond projetait une lumière vacillante. Les ombres s'étiraient sur les immenses paravents blancs, donnant au lieu un aspect inquiétant. Pourtant, le garçon, oubliant sa peur, ne put résister à son envie de dessiner. Il traça des chats encore et encore, couvrant les paravents de silhouettes félines aux griffes affûtées et au regard perçant. Épuisé, il se souvint soudain des paroles du vieux moine. Pris d'un frisson, il chercha un endroit clos et découvrit un petit placard muni d'une porte coulissante. Il s'y glissa, se recroquevilla dans l'obscurité et referma doucement la porte derrière lui. Très tard dans la nuit, des bruits terrifiants retentirent. Le garçon entendit des pas lourds, des grognements, puis des cris sauvages et des bruits de lutte. Le sol tremblait. Le vacarme dura longtemps, puis soudain, le silence retomba, plus effrayant encore que le tumulte. Lorsque l'aube arriva enfin,
le garçon sortit prudemment de sa cachette. Horrifié, il constata que le sol du grand hall était couvert de sang. Au centre gisait le corps sans vie d'un énorme rat, aussi gros qu'une vache, ses griffes encore tendues. Tremblant, le garçon leva les yeux vers les paravents. Il remarqua alors que les bouches de tous les chats qu'il avait dessinés étaient rouges et humides de sang. Les chats, ennemis naturels des rats, avaient pris vie pour le protéger. À cet instant, le jeune garçon comprit enfin le sens des paroles du vieux moine. Dès lors, il sut que son don était précieux. Il quitta le temple et parcourut le pays, peignant et dessinant sans relâche. Il devint l'un des artistes les plus célèbres de son temps, et l'on raconte que ses chats semblaient toujours prêts à bondir hors du papier. La petite poule rousse. Il était une fois, dans une ferme entourée de champs et de prairies, une petite poule rousse vive et courageuse. Un matin, alors qu'elle picorait tranquillement près de la grange, elle découvrit quelques grains de blé oubliés sur le sol. La petite poule les observa avec attention et se dit « Si je les picore maintenant, je serai rassasié. Mais si je les plante, j'obtiendrai une récolte. Et je pourrai alors en faire de la farine pour préparer de bons petits pains chauds. » Alors, elle ramassa les grains et alla trouver les autres animaux de la ferme. « Ces grains pourraient donner de beaux épis de blé, » expliqua-t-elle. « Qui m'aidera à les planter ?» Mais le chat, étendu au soleil, s'étira paresseusement et répondit « Pas moi, je préfère faire la sieste. » Le chien, occupé à ronger un os à moelle, secoua la tête. « Pas moi, j'ai bien trop à faire. » Le cochon, vautré dans la boue, grogna. « Pas moi, c'est trop fatigant. » La petite poule rousse secoua la tête, dépitée. « Moi, alors je les planterai moi-même. » dit-elle doucement. Et c'est ce qu'elle fit. Jour après jour, elle travailla avec patience. Elle creusa la terre, planta les grains et les arrosa soigneusement. Le soleil brilla, la pluie tomba, et à la fin de l'été, le champ était couvert de blé haut et doré qui ondulait dans le vent. La petite poule rousse retourna alors voir les animaux. « Moi, le blé est prêt. Qui m'aidera à le récolter ?» demanda-t-elle enthousiaste. « Pas moi, je préfère faire la sieste. » miaula le chat. « Pas moi, j'ai bien trop à faire, » aboya le chien. « Pas moi, c'est trop fatigant, » grogna le cochon. Sans se décourager, la petite poule rousse répondit. « Moi, alors je les récolterai moi-même. » Elle coupa les épis de blé, les rassembla dans des gerbes et travailla jusqu'à ce que le champ soit vide. Ensuite, elle demanda « Qui m'aidera à porter le blé chez le meunier ?» Mais encore une fois, personne ne voulut l'aider. Alors elle porta le blé toute seule. Puis, quand la farine fut prête, elle demanda « Qui m'aidera à la porter chez le boulanger ?» Et une fois encore, elle n'eut aucune aide. De retour à la ferme, la petite poule rousse pétrit la pâte, alluma le four et enfourna de magnifiques petits pains qui remplirent l'air d'une délicieuse odeur. Tous les animaux humèrent à pleines narines le parfum alléchant de ces petits pains dorés. Quand les pains furent cuits, la petite poule rousse demanda « Qui m'aidera à manger mon pain ?»« Moi !» dit le chat en se léchant les moustaches. « Et moi !» aboya le chien en remuant la queue. « Et moi !» dit le cochon en sortant de la gadoue. La petite poule rousse les regarda et déclara calmement « Oh non, comme personne ne m'a aidé à travailler, je vais manger le pain moi-même. » Et c'est exactement ce qu'elle fit, savourant chaque bouchée de son pain bien mérité, pendant que les autres animaux comprirent, un peu trop tard, qu'on ne peut être récompensé sans effort. Les 3 boucs. Il était une fois 3 boucs qui vivaient ensemble au pied d'une colline. Autour d'eux, l'herbe devenait rare et sèche, et leur ventre gargouillait. De l'autre côté d'une rivière profonde se trouvait une prairie verte et abondante, où l'herbe poussait haute et tendre. Pour y parvenir, il fallait traverser un pont étroit de bois, vieux et grinçant. Mais sous ce pont
vivait un troll effrayant, au nez crochu et à la voix grondante. Il passait ses journées dans l'ombre, guettant tout animal assez imprudent pour traverser. Un matin, le plus petit des boucs décida de traverser le pont. Il posa prudemment un sabot dessus et trip-trap, trip-trap. Le bruit résonna dans l'air calme et aussitôt le troll surgit en hurlant. « Qui ose marcher sur mon pont, je vais te dévorer !» Le petit bouc, tremblant mais malin, répondit. « Oh, ne me mange pas, je suis trop petit pour te rassasier. Attends mon grand frère, il est bien plus gros et bien meilleur que moi. » Le troll grogna, se frotta le menton et finit par dire « Passe alors, mais je ne raterai pas le suivant. » Le petit bouc traversa en courant et atteignit la prairie, soulagé. Peu après, le bouc moyen s'avança à son tour. Trip-trap, trip-trap. Le troll apparut encore, les yeux brillants de gourmandise. « Qui traverse mon pont? Je vais te dévorer !» Mais le bouc moyen répondit calmement. « Ce n'est que moi. Mais si tu attends encore un peu, mon grand frère arrive. Il est bien plus costaud que moi, et tu te régaleras bien plus. » Le troll, déjà impatient, le laissa passer lui aussi, persuadé que le meilleur était à venir. Enfin, le plus grand des boucs s'engagea sur le pont. Ses sabots frappèrent fort les planches. Trip, trap, trip, trap. Le troll bondit hors de l'ombre en criant « À présent, je vais me régaler !» Mais le grand bouc baissa la tête, montra ses puissantes cornes et répondit « Approche seulement, et je te chargerai si fort que tu tomberas dans la rivière. » Le troll se précipita, mais le grand bouc le souleva d'un coup de corne et le jeta dans l'eau profonde. Le troll disparut dans le courant et ne revint jamais plus. Les trois boucs purent alors brouter dans la belle prairie fleurie en toute quiétude. L'intrépide soldat de plomb. Il était une fois, il y a bien longtemps, un petit garçon qui reçut le jour de son anniversaire une boîte remplie de soldats de plomb. Toutes les figurines se tenaient bien droites, fières dans leur uniforme étincelant. Les soldats se ressemblaient tous, ou presque. Je dis presque, car l'un d'eux n'avait qu'une seule jambe. Un jour, le garçon disposa les soldats sur la table, les plaçant en sentinelle devant un château de jouets. En regardant autour de lui, le soldat boiteux aperçut une très belle demoiselle debout devant le château. Elle était faite de carton et, sur son costume azur, brillait un bijou scintillant. Comme elle était ballerine, elle tenait ses bras gracieusement arqués au-dessus de la tête et avait une jambe levée, comme si elle dansait. Le soldat de plomb crut cependant qu'elle n'avait elle aussi qu'une seule jambe. Charmé, il se dit en lui-même « Je ne pouvais pas rencontrer une épouse plus appropriée. » Et toute la nuit, le soldat de plomb et la délicate ballerine échangèrent de tendres regards. Hélas, un méchant diablotin avait jeté son dévolu sur la belle danseuse et il se résolut d'éliminer son rival téméraire. Le lendemain, le garçon plaça le soldat boiteux sur le rebord de la fenêtre. Dès qu'il eut le dos tourné, le diablotin bondit de sa boîte et ouvrit la fenêtre. Une rafale de vent le fit s'envoler et il tomba dans la rue. Bientôt, deux garçons le trouvèrent, le mirent dans une barque en papier et le laissèrent être emporté par l'eau qui s'écoulait dans un canal. Puis la barque arriva à la mer et, après avoir pris l'eau, elle coula. Pendant que le soldat de plomb descendait vers le fond, un poisson apparut et l'avala tout entier. Après un certain temps, le poisson fut pris dans un filet et, par un heureux hasard, la mère du garçon acheta justement ce poisson au marché. Quelle ne fut pas la surprise de la famille lorsque, en ouvrant le ventre du poisson, ils y trouvèrent le soldat de plomb. Le garçon le remit à sa place sur la table, en sentinelle devant le château de jouets. Et là, il retrouva sa belle ballerine. Les deux échangèrent des regards pleins de bonheur. Fou de rage, le diablotin sortit une dernière fois de sa boîte et poussa le petit soldat de plomb qui atterrit droit dans les flammes de la cheminée. Pris dans son élan,
le cruel diablotin tomba lourdement au sol et ne bougea plus. Au même moment, un courant d'air envoya la jolie danseuse dans le feu pour le rejoindre. Bientôt, des deux amoureux, il ne resta plus que le bijou étincelant de la belle ballerine et un petit cœur de plomb. Les voyages de Gulliver. Gulliver était un médecin qui aimait beaucoup voyager en mer. « Rien ne vaut l'air du large », se disait-il souvent en regardant l'horizon. Un jour, alors qu'il se trouvait à bord d'un somptueux navire, une terrible tempête éclata. Les vagues s'abattaient sur le pont et le vent mugissait. « Le navire ne tiendra pas !» cria un marin. Et en effet, le bateau se brisa contre des rochers et coula. Bon nageur, Gulliver parvint toutefois à rejoindre la rive sain et sauf. Épuisé, il s'allongea sur le sable et s'endormit aussitôt. À son réveil, il se rendit compte qu'il était attaché au sol et ne pouvait bouger ni la tête, ni les mains, ni les pieds. « Que se passe-t-il ? Où suis-je » pensa-t-il avec inquiétude. Il vit alors courir sur son corps une multitude de tout petits hommes, hauts à peine comme une main. Les uns pointaient Gulliver du doigt, les autres parlaient très vite dans une langue inconnue. « N'ayez pas peur, je ne vous ferai aucun mal » dit-il en tentant de les rassurer. Hélas, il ne parvint pas à se faire comprendre. Peu après, le roi de ce pays arriva en toute hâte. « Prenez soin de ce géant, » ordonna-t-il. « qu'on lui apporte de la nourriture et qu'on construise une plateforme pour atteindre sa bouche. » Quand les provisions arrivèrent, transportées sur plusieurs chariots, on constata qu'un panier plein de pain et un autre rempli de morceaux de viande suffisaient à peine à rassasier Gulliver en un seul repas. Après plusieurs allées et venues, les petits hommes réussirent enfin à le nourrir sous les regards émerveillés de la foule. Une nuit, pendant que Gulliver dormait, plusieurs petits hommes chuchotèrent entre eux. « Il a l'air docile. Transportons-le à la cité. » Ils le conduisirent alors sur un immense chariot tiré par de nombreux petits chevaux vigoureux. Arrivés à destination, ils l'installèrent dans un bâtiment gigantesque destiné à devenir sa maison. « Voilà donc mon logis », pensa Gulliver en se réveillant, abasourdi. Bien que cette construction fût énorme pour les habitants, elle s'avéra encore trop petite pour lui. Il devait ramper pour y entrer et ne pouvait même pas s'y tenir à genoux. Le forgeron du roi reçut l'ordre de fabriquer une solide chaîne pour attacher Gulliver. « Il en va de notre sécurité, » expliqua le roi avec gravité. Cependant, les sages du royaume lui enseignèrent peu à peu leur langue. « Tu es à Lilliput, géant, » lui dirent-ils. « Je vous remercie pour votre hospitalité, » répondit-il avec un sourire. En se comportant correctement, il se fit bientôt de nombreux amis parmi les petits hommes, qui disaient de lui « Le géant est gentil et digne de confiance. » Un jour, pourtant, une grande inquiétude gagna le royaume. Des messagers arrivèrent en courant au palais. « Sire, la flotte de Blefuscu approche. » Le pays voisin, ennemi juré de Lilliput, se préparait à attaquer par la mer. « N'ayez crainte, peuple de Lilliput, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous protéger, » déclara Gulliver. Guidé par le petit roi et ses soldats, le médecin se rendit jusqu'au port de Blefuscu. Profitant de la nuit, il entra dans l'eau, attacha solidement les navires ennemis les uns aux autres à l'aide de cordes, puis les tira à la nage jusqu'au rivage de Lilliput. À l'aube, les habitants découvrirent avec stupeur toute la flotte ennemie capturée. « Hurrah, le géant nous a sauvés !» s'écria le peuple de Lilliput. Le roi en personne remercia Gulliver et lui accorda de grands honneurs. Dès lors, son courage et son intelligence furent admirés dans tout le royaume. Néanmoins, Gulliver éprouvait une grande nostalgie de sa patrie. « Oh, comme j'aimerais rentrer chez moi !» soupirait-il en regardant la mer. Un matin, il aperçut une barque qui flottait sur l'eau. Il s'exclama « Voilà peut-être mon salut !» Il nagea jusqu'à elle, l'attacha solidement et la tira jusqu'au rivage. Bien qu'il ressente une pointe de tristesse à l'idée de le voir partir, le roi décréta «
nous t'autorisons à réparer cette embarcation et à quitter le pays de Lilliput, cher Gulliver. Beaucoup de ses petits amis l'aidèrent joyeusement. Quand tout fut prêt pour son départ, ils lui apportèrent de la nourriture et de l'eau pour le voyage, ainsi que quelques pièces d'or et des pierres précieuses à rapporter dans son pays. N'oublie pas Lilliput. Lancèrent-ils émus. Gulliver les remercia chaleureusement. « Je ne vous oublierai jamais, promit-il, avant de prendre la mer. » Les musiciens de Brême. Un beau jour, un vieil âne s'enfuit de la cour de son maître. En tendant ses longues oreilles, il avait entendu que le paysan voulait le vendre à un boucher. « Je me rendrai à la ville de Brême, et là je rejoindrai l'orchestre de la ville, » se dit-il. Après avoir marché un bon moment, il rencontra un chien très malheureux. « Mon maître m'a chassé parce que je suis trop vieux pour garder la maison, » lui confia le chien. « Viens avec moi à la ville de Brême, » lui proposa l'âne. « Nous rejoindrons l'orchestre de la ville et nous n'aurons plus d'ennui. » En chemin, ils rencontrèrent un vieux chat déprimé et un coq bien fatigué qui se joignirent à eux. Comme le soleil se couchait et qu'il leur restait encore un long chemin à faire, ils décidèrent de passer la nuit dans une petite chaumière perdue au milieu d'une clairière. En s'approchant de la maisonnette, ils aperçurent par la fenêtre une bande de voleurs occupés à préparer leur repas ainsi que leur prochain mauvais coup. Il y avait tant de bonnes choses sur la table que les 4 amis en eurent l'eau à la bouche. Aussitôt, ils échafaudèrent un plan. Le chien sauta sur le dos de l'âne, le chat grimpa sur celui du chien, et le coq s'envola pour se poser sur la tête du chat. Puis, chacun à sa façon, ils se mirent à chanter. Mais le vacarme assourdissant qu'ils produisirent fit croire aux voleurs qu'ils étaient attaqués par une bête monstrueuse. Pris de panique, ils s'enfuirent aussitôt. Restés seuls, les 4 amis s'installèrent à table et se régalèrent des délicieux plats disposés devant eux. Après avoir mangé à leur faim, les 4 compères éteignirent la lumière et choisirent chacun un endroit pour dormir. Plus tard dans la nuit, l'un des voleurs eut le courage de revenir et d'entrer dans la maison. Mais le chat le griffa jusqu'au sang, l'âne lui donna des coups de sabot, le chien le mordit à la jambe et le coq le picora de toutes ses forces. Terrifié, le voleur s'enfuit, convaincu que des mauvais esprits avaient élu domicile dans la maison et aucun des gredins n'osa jamais revenir. Quant aux 4 musiciens, ils se sentirent si bien dans cette maison qu'ils décidèrent de s'y installer. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Les habits neufs de l'empereur. Il y a très longtemps, dans un pays d'outre-mer, vivait un empereur qui aimait tellement les beaux vêtements qu'il dépensait tout son argent pour avoir les habits les plus élégants et les plus à la mode. Un jour, 2 escrocs arrivèrent dans son empire. Ils se vantaient partout d'être les plus habiles tailleurs du monde, capables de coudre les plus beaux vêtements qui soient. Bien sûr, l'empereur ordonna qu'on les fasse venir devant lui. « Votre Majesté, » lui dirent les 2 charlatans, « les vêtements que nous réalisons ont les couleurs et les motifs les plus délicats. De plus, nous venons tout juste de mettre au point le plus exquis des tissus, un véritable prodige de savoir-faire. Et, à vrai dire, il possède une propriété extraordinaire. Il est invisible aux yeux des sots. » L'empereur fut enchanté par ces paroles. « Il faut absolument que je possède des vêtements taillés dans ce textile, » s'exclama-t-il. Il ordonna alors 10 sacs d'or pour qu'ils commencent leur ouvrage sans tarder. En emportant l'argent vers leur atelier, les 2 escrocs rirent à gorge déployée. Ils installèrent un métier à tisser et firent mine de travailler de bon matin jusque tard dans la nuit. Quand ils annoncèrent que les habits étaient prêts, ils prétendirent montrer à l'empereur une chemise, un pantalon et un manteau merveilleux. Mais en réalité, leurs mains étaient vides. L'empereur fut profondément ébranlé. « Miséricorde, serais-je donc si stupide ?» Néanmoins, comme il ne voulait pas passer pour un sot, il félicita les brigands. « Messieurs, je porterai ce splendide costume lors de ma parade. »
Et ainsi fut fait. Le jour de la parade, les faux tisserands s'affairèrent autour de l'empereur qui ne vit dans son miroir qu'un homme un peu bedonnant en tenue d'Ève. Il sortit néanmoins dans les rues sous les vivas de ses sujets. « Oh, quels vêtements splendides! Quelle coupe merveilleuse !» criaient les gens qu'il croisait, car aucun n'osait être pris pour un imbécile. Soudain, du milieu de la foule, une voix d'enfant s'éleva. « Quels vêtements? Je ne vois aucun habit sur lui. L'empereur est nu !» En entendant cette vérité, tous éclatèrent de rire. Rouge de honte, l'empereur s'enfuit vers son palais, et, à compter de ce jour, il accorda plus d'attention aux affaires de son empire. Peter Pan. Peter Pan était un petit garçon tout à fait exceptionnel, qui vivait dans un pays enchanté que l'on appelle le pays imaginaire. Il ne grandissait jamais, et mieux encore, il pouvait voler. Une petite fée ailée, appelée Clochette, était devenue son inséparable compagne. Ils vivaient 1000 aventures ensemble, mais Peter désirait un ami qui lui lirait des histoires avant de s'endormir. Ainsi, un beau jour, en survolant la ville de Londres, il entra dans la chambre d'une fillette nommée Wendy Darling. Peter saupoudra une poussière magique sur la jeune fille et sur ses frères, leur donnant le pouvoir de voler eux aussi et l'accompagner au pays imaginaire. Wendy et ses frères furent fous de joie, et bientôt, ils découvrirent les jungles verdoyantes et les fières montagnes du pays imaginaire. Wendy vit même les sirènes qui vivaient dans le lagon bleu. Jalouse, Clochette ne voyait pas Wendy d'un bon œil et n'eut de cesse de la tourmenter. « Allons, Clochette, laisse Wendy tranquille », la gronda Peter. Puis, il tendit la main en direction d'un navire de pirates terrifiant. « Voilà le bateau de mon ennemi, le capitaine Crochet », leur expliqua-t-il. Autrefois, lors d'un combat sanglant, Peter avait tranché la main gauche du capitaine Crochet et l'avait jeté dans la mâchoire d'un crocodile. Depuis, l'animal poursuivait sans relâche un seul but, dévorer le reste du corps du capitaine Crochet. Le capitaine Crochet nourrissait une haine sans limite envers Peter et aurait tant voulu voir le garçon finir entre les dents du crocodile. Arpentant le pont de son navire, il grinçait des dents. « Un jour, Peter Pan, je t'aurai !» Mais aucun de ces mauvais coups n'avait réussi jusqu'alors. Dès qu'ils aperçurent Peter Pan dans les nuages, les hommes de Crochet tirèrent des coups de canon dans sa direction. « Feu! Ne le laissez pas s'échapper !» hurla Crochet. Wendy fut blessée et s'effondra dans la jungle. « Wendy !» cria Peter affolé. Heureusement, la jeune fille fut trouvée par les garçons perdus, d'autres enfants que Peter avait ramenés au pays imaginaire. « Elle est blessée, mais elle respire !» murmura l'un d'eux. Avec précaution, ils l'emmenèrent dans leur refuge secret souterrain. « N'aie pas peur, tu es en sécurité maintenant !» la rassurèrent-ils. Mais plus tard, pendant leur sommeil, les pirates capturèrent Wendy, Clochette et les garçons perdus. « Attrapez-les tous !» ordonna Crochet avec un rire cruel. Tous furent ligotés et traînés de force sur le bateau pirate. « Peter Pan ne tardera pas à venir pour vous sauver, jeune fille !» ricana Crochet en tournant autour de Wendy. « Et cette fois, je l'attends de pied ferme !» Heureusement, la fée Clochette réussit à s'échapper. « Je dois prévenir Peter !» pensa-t-elle en s'envolant. Elle vola aussitôt jusqu'à Peter et le réveilla sans tarder. « Peter, réveille-toi, Wendy et ses frères sont en danger !» Le garçon saisit son épée. « Allons-y, Clochette, il n'y a pas une seconde à perdre !» dit-il avec détermination. Accompagné de la fée, il se hâta de rejoindre le navire du capitaine Crochet. Avançant avec la plus grande prudence, ils retrouvèrent leurs amis et commencèrent à les délivrer. « Chut, suivez-moi !» murmura Peter en coupant les cordes. « Peter, tu es venu !» s'exclama Wendy, soulagée. Une fois tout le monde libéré, Peter donna le signal de l'attaque. « À l'abordage !» cria-t-il en se jetant sur les pirates. Dans le combat acharné, Peter et le capitaine Crochet se battirent à coups d'épée sans merci. « Cette fois,
ta dernière heure a sonné, Peter Pan, hurla Crochet. Mais voyons, pauvre capitaine, ignorez-vous donc que je gagne toujours répondit Peter espiègle. Son sourire disparut lorsque Crochet se jeta sur lui. Heureusement, le capitaine trébucha sur un cordage et tomba par-dessus bord. Aussitôt, le crocodile fendit l'eau et nagea droit vers lui. Affolé, Crochet se mit à brasser à toute vitesse en direction du rivage. « Non, pas lui !» Les autres pirates tentèrent de s'échapper à la nage, chacun pour soi. « Sauvons-nous !» criait-il en disparaissant dans l'eau. Wendy et ses frères étaient bien fatigués. « Il est temps de rentrer, » dit doucement Wendy. À contre-cœur, Peter Pan les ramena chez eux et leur fit ses adieux. « N'oubliez jamais de rêver, » leur murmura-t-il en souriant. Les années passèrent, les enfants grandirent et devinrent des parents à leur tour. Pourtant, au fond de leur cœur, ils n'oublièrent jamais leurs aventures au pays imaginaire, ni leur ami Peter Pan. Le briquet. Il était une fois un soldat qui s'en revenait de guerre. Sur sa route, il rencontra une vieille sorcière, voûtée et laide à faire peur. « Si tu veux bien descendre dans le creux de cet arbre pour moi, lui dit-elle, tu deviendras un homme riche. Une fois arrivé sous terre, tu trouveras 3 pièces remplies de trésors et gardées par un chien aux yeux énormes. » Voyant l'hésitation du soldat, la sorcière ajouta « Ne les crains pas. Pose-les sur ce grand tablier que je te donnerai et ils ne te feront aucun mal. Tu seras alors libre de te servir des richesses qu'ils surveillent. Tout ce que je te demande en échange, c'est le briquet que ma mère a laissé à sa dernière visite. » Le soldat accepta. À l'intérieur de l'arbre, il trouva 3 coffres remplis d'argent, chacun gardé par un énorme chien. Le premier avait des yeux gros comme des soucoupes, le second des yeux grands comme des roues de moulin, et le troisième des yeux immenses, semblables à des tours. Il s'occupa des chiens comme la sorcière l'avait indiqué, remplit ses poches de pièces, puis, ramassant le vieux briquet, remonta à la surface. Impatiente, la sorcière tendit la main pour s'emparer du briquet, mais le soldat, intrigué, voulut savoir pourquoi cet objet sans valeur semblait si important. « Tu peux toujours me couper la tête, je ne te dirai pas pourquoi je veux ce vieux briquet. » dit la sorcière. Alors, le soldat le fit. Puis, il reprit sa route avec le briquet dans sa poche, persuadé qu'il ne reverrait jamais rien d'aussi étrange. Pendant les mois qui suivirent, il coula des jours heureux. Mais très vite, tout son argent fut dépensé et il dut se contenter d'une petite chambre sous les combles d'un bâtiment miteux. Un soir, le soldat fouilla sa poche et y trouva le vieux briquet. Il pensa s'en servir pour allumer sa dernière bougie. Mais lorsqu'il fit jaillir 3 étincelles avec la pierre à feu, les chiens de l'arbre apparurent devant lui. « Que souhaites-tu, maître » aboyèrent-ils. « Ma foi, » répondit-il un peu décontenancé, « un peu d'argent des salles que vous gardez me sortirait d'affaire. » Les 3 chiens disparurent en un clin d'œil avant de revenir, chacun tenant un sac de pièces dans sa gueule. Bientôt, le soldat fut aussi riche et heureux qu'avant. Il s'habilla de beaux vêtements, logea dans les meilleures auberges et retrouva le goût de la vie. Un jour, il entendit parler d'une belle princesse. On disait qu'elle était si belle que nul ne pouvait la regarder sans en tomber amoureux, et que ses parents la gardaient enfermée dans un château pour la protéger. Curieux, il envoya le premier chien la chercher. Dès qu'il vit la princesse, il en tomba éperdument amoureux. La princesse, quant à elle, fut troublée de voir cet homme qu'elle ne connaissait pas, mais tous deux devisèrent longuement, comme s'ils s'étaient connus depuis toujours. À l'aube, le chien la ramena dans sa tour. Chaque nuit, le soldat envoya ses chiens chercher la princesse. Les chiens la déposaient délicatement à ses côtés, puis la ramenaient avant que le soleil ne se lève. Mais il ne fallut pas longtemps pour que le roi et la reine s'aperçoivent de ce petit manège. Comme la souveraine savait bien d'autre chose que de monter en carrosse, elle prit ses grands ciseaux d'or et cousit un joli sachet qu'elle remplit de farine de sarrasin très fine.
Elle attacha cette bourse sur le dos de sa fille et perça au fond un petit trou afin que la farine se répande tout le long du chemin qu'elle empruntait. C'est ainsi qu'ils découvrirent le soldat. Il fut aussitôt jeté en prison et condamné à mort. « Si seulement j'avais mon briquet !» se lamenta le soldat. Heureusement, il réussit à convaincre un petit garçon qui passait devant la fenêtre de sa misérable cellule de le lui apporter. Une fois le briquet dans sa main, le soldat savait que plus rien ne pouvait lui arriver. Il appela les 3 chiens, qui maîtrisèrent aussitôt les gardes et chassèrent le roi et la reine. Les sujets furent heureux de leur fuite et réclamèrent que la princesse leur succède, ce qu'elle fut heureuse d'accepter, aux côtés de l'homme de ses rêves. Les noces furent resplendissantes et les 3 chiens purent manger à leur faim au festin. Quant au vieux briquet, il ne servit plus qu'à allumer des chandelles. Pinocchio. Il était une fois un menuisier italien nommé Geppetto. Tous les enfants du village l'aimaient pour les beaux jouets qu'il confectionnait pour eux. Hélas, son cœur demeurait triste, car il rêvait de pouvoir être père. Un jour, il décida de fabriquer une marionnette qui ressemblait à un vrai petit garçon. « Je t'appellerai Pinocchio », dit-il. Puis, Geppetto lui cousit des vêtements et un petit chapeau à sa taille. Cette nuit-là, une ravissante fée, vêtue de bleu, toucha le pantin de sa baguette magique et lui donna la vie. « Si tu parviens à prouver que tu es sage, tu deviendras un vrai petit garçon, » lui promit la fée. « Pour t'aider, je te laisse ce petit grillon. Il sera ta conscience. » Le matin, Geppetto ne put en croire ses yeux et serra la petite marionnette contre son cœur. Tous deux chantèrent et dansèrent de joie sous le regard attendri du grillon, que Pinocchio avait baptisé Jiminy Cricket. Comme tout parent attentionné, Geppetto envoya Pinocchio à l'école. Comme il était très pauvre, il avait dû vendre son unique manteau pour pouvoir lui acheter un abécédaire. Hélas, en chemin vers l'école, Pinocchio fut attiré par la musique joyeuse venant d'un théâtre de marionnettes. Il vendit alors son livre pour acheter un billet et entrer au spectacle, en dépit des protestations de Jiminy. À l'intérieur, il se lia d'amitié avec d'autres marionnettes de bois comme lui. Une fois sur scène, il se mit à faire toutes sortes de cabrioles. Mais le marionnettiste Manchefeu entra dans une terrible colère car Pinocchio avait gâché la représentation. Pinocchio lui demanda pardon et lui raconta l'histoire de Geppetto et comment il était arrivé au théâtre au lieu d'aller à l'école. Touché par sa sincérité, Manchefeu lui dit « Tiens, prends ces 5 pièces d'or et rapporte-les à ton bon père pour qu'il puisse s'acheter un manteau neuf. » Sur le chemin du retour, Pinocchio rencontra le chat Gédéon et le renard Grand Coquin, 2 escrocs qui lui susurrèrent à l'oreille « Suis-nous au champ des miracles. Là, tu pourras enterrer ton argent au pied de l'arbre magique et le multiplier. Comme ton père sera fier de toi. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Pauvre Pinocchio. Dès qu'ils furent à distance suffisante, Gédéon et Grand Coquin l'assommèrent et le pendirent à un arbre. Lorsqu'il se réveilla, les 5 pièces avaient disparu. Désespéré, Pinocchio se mit à appeler à l'aide, et soudain, la fée bleue apparut près de lui. Au lieu d'avouer honnêtement sa bêtise, Pinocchio lui mentit en disant qu'il avait perdu l'argent de Geppetto. Il n'eut même pas fini de parler que son nez s'allongea d'un coup. « Voilà ce qui t'arrivera chaque fois que tu diras un mensonge, » dit la fée très fâchée. Effrayé, Pinocchio avoua enfin la vérité, et la fée fit signe à une petite colombe pour qu'elle vienne picorer son nez, jusqu'à ce qu'il retrouve sa taille normale. « Je serai sage à présent, » promit Pinocchio. Mais le petit pantin oublia bien vite ses bonnes résolutions. En effet, il fit rapidement la connaissance d'un garnement nommé Lumignon, qui lui parla d'un endroit merveilleux où l'on pouvait se divertir toute la journée sans jamais aller à l'école. L'île des plaisirs. Séduit, Pinocchio échappa à la vigilance de Jiminy et suivit le petit fripon dans ce lieu enchanté. Là-bas, ils passèrent leur journée à jouer, à briser des objets et à manger des friandises. Mais peu à peu, quelque chose d'étrange se produisit.
Les oreilles de Lumignon s'allongèrent, une queue lui poussa, et bientôt il se transforma en un petit âne, comme tous les enfants désobéissants de l'île. Jiminy, qui avait retrouvé la trace de la marionnette, cria « Pinocchio, il faut à tout prix que tu quittes ce lieu maudit. » Pris de remords et terrifié, Pinocchio réussit à s'échapper de justesse à cette horrible transformation en se jetant à la mer. Alors qu'il nageait désespérément pour atteindre le rivage, une énorme baleine les engloutit. Lorsqu'ils atterrirent dans son estomac, Pinocchio y retrouva son père Geppetto, lui aussi avalé avec la barque avec laquelle il était parti à la recherche du petit pantin. Profitant du moment où la baleine dormait la bouche ouverte, tous trois réussirent à s'échapper et à regagner la terre ferme sur la barque de Geppetto. « Nous sommes sains et saufs !» s'exclama Geppetto, incrédule. De retour à la maison, Pinocchio s'appliqua à être sage. Après avoir fait ses devoirs, il aidait Geppetto dans son atelier. Pour récompenser sa bonne conduite, la fée bleue lui rendit visite une nuit et le transforma en un vrai petit garçon de chair et d'os. À son réveil, Geppetto trouva son pantin transformé et pleura de bonheur. Quant à Jiminy Cricket, il élut domicile près de la cheminée où il put se chauffer à sa guise. Robin des Bois. Il y a très longtemps, vivait en Angleterre un jeune homme courageux nommé Robin des Bois. C'était le meilleur archer du pays, mais aussi un célèbre hors-la-loi qui dépouillait les riches pour faire le bonheur des plus démunis. Tout cela se passait à l'époque où le cruel prince Jean gouvernait le pays en l'absence de son frère, le bon Richard Cœur de Lion. De son palais, le prince Jean cherchait à tout prix à mettre la main sur le rebelle Robin des Bois afin de le faire pendre. Mais Robin et ses compagnons, qu'on avait baptisés les Joyeux Compagnons, se cachaient dans les profondeurs de la forêt de Sherwood. Un jour, déguisé en soldat, Robin attendit le passage d'un convoi de charrettes chargées d'or et d'argent destiné au prince Jean. Mais alors qu'il était sur le point de leur tendre une embuscade, une figure masquée tira son épée et le provoqua en duel. Surpris, Robin se défendit, mais il dut reconnaître que son adversaire était bien habile. « Arrête, jeune homme !» lui cria-t-il. « Tu te bats très bien pour quelqu'un de ton âge. Ne voudrais-tu pas rejoindre la bande de Robin des Bois ?»« Et pourquoi donc ?» répliqua l'inconnu. « Le connais-tu, ce Robin des Bois ?»« Tu lui parles en ce moment, » déclara Robin en souriant. À ces mots, l'inconnu souleva sa capuche et dévoila sa véritable identité. C'était Lady Marianne, la fille du roi Richard, que Robin aimait en secret depuis leur plus tendre enfance. Quelque temps plus tard, le rusé prince Jean imagina un stratagème pour attirer Robin des Bois. Il organisa un concours de tir à l'arc avec pour récompense une flèche en or et une grande bourse remplie d'argent. Les meilleurs archers d'Angleterre participèrent à la compétition. Tout le monde était certain que Robin viendrait lui aussi, mais personne ne savait sous quelle apparence. Le concours battait son plein, et bientôt, il ne resta plus que 3 archers en lice. L'un d'eux était un vieil homme, du moins en apparence, car ce vieillard n'était autre que Robin des Bois lui-même. Les 3 archers tirèrent leurs flèches. Le premier manqua la cible. Le second atteignit le centre parfait, et personne ne semblait pouvoir faire mieux. Mais Robin lança sa flèche avec une telle précision qu'elle fendit en deux la précédente sur toute sa longueur. À cet instant, le prince Jean comprit enfin qui se tenait devant lui. « Ton heure a sonné, Robin des Bois !» cria-t-il. « Garde, arrêtez-le !» Mais Robin, aidé par la foule et ses joyeux compagnons, parvint de justesse à s'échapper. Peu de temps après, une grande nouvelle se répandit dans tout le royaume. Le roi Richard Cœur de Lion était revenu de croisade. Informé des injustices commises par son frère, il bannit le prince Jean du royaume. Quant à Robin des Bois, il fut gracié et honoré pour son courage et sa générosité envers les pauvres. La paix revint enfin en Angleterre. Robin put déposer son arc et vivre au grand jour. Il épousa Lady Marianne, entouré de ses amis et de tous ceux qui l'avaient aidé. Ensemble, ils vécurent heureux dans un pays enfin juste et libre.
Rumpelstiltskin. Il était une fois un pauvre meunier qui aimait se vanter partout que sa fille savait filer la paille en or. Lorsque le roi entendit ce mensonge, il ordonna aussitôt à l'un de ses serviteurs « Amène-moi immédiatement la jeune fille au palais. Je veux voir ce prodige. » Arrivé au château, le roi fit enfermer la jeune fille dans une immense pièce remplie de paille du sol jusqu'au plafond. Puis il lui montra un rouet et une quenouille et lui dit « Tu as 3 nuits pour filer toute cette paille en or. Prends bien garde, car si tu échoues, je vous ferai pendre haut et court, toi et ton père, car un roi ne peut souffrir qu'on se moque de lui. » Restée seule, la jeune fille éclata en sanglots. Soudain, un petit homme étrange fit son apparition dans la pièce. « Sèche tes larmes, belle meunière, Dit-il. je filerai à ta place toute cette paille en fil d'or. Mais en échange, tu devras me donner quelque chose. » Le premier jour, la jeune fille lui donna le collier qu'elle portait autour du cou. Le deuxième jour, elle dut se séparer de son anneau. Mais le troisième jour, elle n'avait plus rien à lui offrir. « N'aie crainte, belle jeune fille, La rassura l'étrange lutin. je filerai le restant de cette paille en échange de ton premier enfant. » Le cœur serré, la pauvre jeune fille fut bien obligée d'accepter. Le roi fut si heureux de l'or qu'il avait amassé grâce au talent de cette jeune fille qu'il déclara « Qu'on organise le mariage de cette jeune fille et de mon fils le prince. » La meunière et le prince vécurent heureux, et au bout d'un an, la princesse mit au monde un fils. Hélas, dès qu'il eut vent de la naissance royale, le petit lutin apparut dans ses appartements. « Mes hommages, votre Altesse, je suis venu récupérer mon dû. » La princesse tenta de le convaincre de prendre à la place des bijoux ou des sacs d'or, mais il refusa catégoriquement. Alors, elle se mit à pleurer et à se lamenter si désespérément que finalement, le petit homme eut pitié d'elle et dit « Pour que vous ne disiez pas que je suis sans cœur, je vous laisserai votre enfant si vous parvenez à deviner mon nom. Je vous donne 3 jours pour ce faire. » Ainsi, le premier soir, le petit homme apparut dans les appartements de la princesse et lui demanda « Eh bien, votre majesté, avez-vous trouvé comment je m'appelle ?» La princesse récita alors tous les noms dont elle avait pu se souvenir et qu'elle avait précieusement rassemblés sur un immense rouleau de parchemin. Mais à chaque réponse, le petit lutin secouait la tête en jubilant. « Non, 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 ce n'est pas mon nom. » Le lendemain, la princesse n'eut pas plus de chance. Mais le matin du 3e jour, un fidèle serviteur lui raconta qu'il avait aperçu dans la forêt un petit être étrange qui dansait autour d'un feu en chantant à tue-tête. Oh, quelle joie, quelle liesse, l'enfant de la princesse sera mien dès demain. Oh, oh, qu'il est beau, que personne ne devine, que je m'appelle Rumpelstiltskin. La princesse remercia 100 fois le serviteur et attendit la venue du petit homme. Lorsqu'il apparut, elle lui demanda « T'appellerais-tu Julien, Alexandre, Arthur ou bien Romain ?» « Non, 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 s'esclaffa le lutin en s'approchant avidement du berceau. ce n'est pas mon nom. » « Dans ce cas, peut-être t'appelles-tu Rumpelstiltskin ?» Le lutin fit volte-face, livide. « C'est le diable qui te l'a dit. » s'exclama-t-il. Et il frappa le sol de son pied droit avec tant d'énergie qu'il s'enfonça tout entier dans la terre pour ne jamais réapparaître. Quant à la fille du meunier, elle vécut heureuse avec son mari et leur adorable fils pour toujours. Sindbad le marin. Il y a très très longtemps, dans la grande ville de Bagdad, vivait un jeune marchand nommé Sindbad. Il avait l'habitude de voyager sur les mers immenses, atteignant des pays lointains où il achetait et vendait toutes sortes de marchandises. Mais au cours de l'un de ses voyages, son navire le conduisit vers une île bien étrange. Sindbad explora l'île avec curiosité et y découvrit de l'herbe, des fleurs et quelques arbres. Plus tard et enfin, il ramassa du bois sec et alluma un feu pour préparer son repas. Soudain, l'île se mit à trembler. En réalité, ce n'était pas du tout une île,
le jeune marchand avait allumé un feu sur le dos d'une baleine endormie qui flottait ainsi sur la mer depuis des années. Le feu ne fit que la réveiller. Furieuse, la baleine se secoua violemment et projeta Sindbad dans la mer. Puis, après avoir brisé le navire, elle disparut dans les eaux agitées. Pendant plusieurs jours, Sindbad dériva sur la mer, s'accrochant à un bout de mât. Finalement, les vagues et le vent le portèrent vers une autre île, une vraie cette fois-ci, où il découvrit un énorme œuf d'oiseau. Mais à cet instant précis, sa mère descendit du ciel pour couver sa progéniture. Pour s'enfuir de l'île, Sindbad dénoua son turban et l'attacha solidement à l'une des pattes de l'oiseau. Ainsi, lorsque la créature s'envola, elle emporta le jeune homme avec elle. Après un certain temps, l'oiseau se posa dans une vallée où l'on voyait partout des monticules de pierres précieuses. Sindbad se détacha juste à temps, au moment où l'oiseau s'apprêtait à reprendre son envol. Le jeune marchand ramassa de nombreuses pierres précieuses et quitta la vallée. Il marcha longtemps et après plusieurs semaines arriva dans un pays appelé Serendib. Sindbad se rendit auprès du roi du pays et lui offrit quelques-unes des pierres précieuses les plus belles, cueillies dans la vallée où l'énorme oiseau l'avait transporté. En signe de gratitude, le roi lui offrit un coffret en or et un vase de rubis extrêmement précieux que le jeune homme devait rapporter en cadeau au grand sultan de Bagdad. De plus, Sindbad reçut un navire chargé d'or et de marchandises afin de rentrer chez lui. Le sultan se réjouit énormément à la vue de ces présents et pour le remercier, il nomma le jeune marchand haut dignitaire et le pria de s'installer au palais. Ainsi, même si la vie de Sindbad avait jusque-là été pleine d'aventures et de dangers, il put dorénavant mener une existence paisible, jusqu'à sa nouvelle aventure. Mais ça, c'est une autre histoire. Ainsi s'achève cette compilation de mini-contes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à laisser un commentaire et à t'abonner à ma chaîne afin de ne rater aucune de nos excursions dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. À bientôt!